D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 6, générateur et moteur réel. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est un générateur, sans lequel n'importe quel circuit reste inactif. C'est parti. Le générateur est un dipôle actif qui peut produire l'énergie électrique. Il dispose de plusieurs symboles pour le représenter, en fonction de sa nature. On va les passer en revue maintenant. Celui-là représente le générateur de courant continu. C'est le symbole le plus utilisé dans les circuits électriques vus au collège et au lycée. Next. Celui-ci représente le générateur de courant alternatif. La petite vague sous le G majuscule le signale. C'est aussi un symbole largement utilisé dans les circuits électriques. Next. Ce symbole est celui du générateur idéal de tension, caractéristique par ce diamètre horizontal qui coupe le cercle en deux et qui représente la constance de voltage délivrée. Next. Celui-ci représente le générateur idéal de courant, caractéristique par ce diamètre vertical qui coupe le cercle en deux, et qui représente à la fois la lettre I du mot intensité, mais aussi la constance de l'ampérage délivré. Next. Celui-là représente la pile ou la batterie, faisant partie des générateurs électrochimiques, abordés en classe de terminale avec les piles de Daniels. Paragraphe suivant, c'est quoi un générateur de tension réelle? Celui qu'on trouve sur toutes les paillasses de laboratoire de physique. C'est parti. Il peut être modélisé par l'association en série d'un générateur idéal de tension, fournissant une force électromotrice, notée grand E, à ses bornes, et d'une résistance, appelée résistance interne, généralement très petite, parfois même négligeable devant les résistances du circuit, sauf si le générateur est de mauvaise qualité, ou s'il s'agit d'une pile déjà assez usée, et cette résistance interne sera notée petit r. Cette association est appelée modèle de Thevenin, et voici son schéma technique. La force électromotrice, FIM, notée grand E, exprimée en volts, est la tension à vide, ou tension maximale délivrée par le générateur quand il n'est pas connecté au circuit électrique. La résistance interne est une caractéristique du générateur, due en gros à la taille de la source de tension, la quantité et la durée de son utilisation, ou l'ampleur et le sens du courant qui le traverse. En appliquant les conventions générateur et récepteur, comme indiqué en couleur sur le schéma qui vient d'apparaître, ainsi que les lois des mailles et d'Ohm, la tension réelle délivrée par le générateur sera déterminée par la formule suivante, U égale à grand E, moins petit r fois I. À apprendre par cœur, bien évidemment. En traçant la fonction U égale à f de I dans un repère orthonormé, la droite obtenue sera la suivante. Fonction décroissante, avec deux points importants, le premier sur l'axe des ordonnées, qui donne la valeur de la force électromotrice, le second sur l'axe des abscisses, qui indique la valeur de l'intensité de court-circuit. À ce propos, le courant de court-circuit, ou intensité de court-circuit, noté ICC, est le courant qui le traverserait si ces bornes étaient reliées par un conducteur parfait de résistance nulle. Le courant de court-circuit d'un générateur de tension parfait est infini, puisque la résistance est nulle, contrairement à celui d'un générateur réel qui se détermine en résolvant l'équation U égale à 0, ce qui entraîne que ICC égale à grand E sur petit r. À apprendre par cœur, bien évidemment. La connaissance du courant de court-circuit est très importante pour le dimensionnement des organes de sécurité. La connaissance de la valeur du courant de court-circuit à tous les endroits d'une installation où l'on veut placer un dispositif de protection, fusible, ou disjoncteur, chargé de l'interrompre, permet de s'assurer que le pouvoir de coupure du fusible ou du disjoncteur est bien supérieur au courant de court-circuit à cet endroit. L'incapacité d'un fusible ou d'un disjoncteur d'interrompre un courant de court-circuit peut produire des résultats catastrophiques. Par exemple, un incendie électrique sur tous les matériaux non réfractaires en contact avec le court-circuit, ou la mort d'un opérateur ou d'une opératrice travaillant sur la ligne. Et quand tu vois ce qu'une simple pile de 4,5 volts peut faire sur de la paille de fer qui la court-circuite, je te laisse imaginer l'étendue des dégâts avec une tension bien plus grande. Bien entendu, ce que je te montre ici n'est en aucun cas à reproduire chez toi. On ne joue pas avec l'électricité, même avec des piles. Un incendie est si vite arrivé,
et il peut se propager dans des proportions d'espace et de temps telles qu'il en deviendrait criminel. Donc, niet. Paragraphe suivant, c'est quoi un générateur de courant réel, celui qu'on trouve sur toutes les paillasses de laboratoire de physique? C'est parti. Il peut être modélisé par l'association en dérivation d'un générateur idéal de courant, fournissant une intensité maximale, notée I0, à ses bornes, et d'une résistance, appelée résistance interne, généralement très petite, parfois même négligeable devant les résistances du circuit, sauf si le générateur est de mauvaise qualité, ou s'il s'agit d'une pile déjà assez usée, cette résistance interne étant notée petit r'. Cette association est appelée modèle de Norton, et voici son schéma technique. En appliquant la loi des nœuds, I égale à I0 moins IG, donc IG égale à I0 moins I. En appliquant la loi d'Ohm, U égale à petit r' fois IG, donc U égale à petit r' fois I0, moins petit r' fois I. Factorisation, réorganisation, et I sera égal à I0, moins U sur petit r'. À apprendre par cœur, bien évidemment. Paragraphe suivant, qui concerne l'association de générateurs en série, hors programme dans l'enseignement général, mais pas en technologique ou professionnel. C'est parti. Voici un circuit au look cartoonesque, que tu pourras reproduire si tu cliques sur le lien dans la description. À son sommet, j'ai associé 3 batteries en série. Par définition, la tension totale, ou équivalente, sera égale à la somme des tensions de chaque générateur. 12, plus 10, plus 8, égale à 30, valeur conforme à celle indiquée par le voltmètre, grosse flèche marron. Et si la polarité d'une pile est inversée? Même circuit, batterie identique, sauf que celle de 8 volts a été retournée, flèche rouge. De ce fait, sa tension devra être considérée comme négative, car opposée aux deux autres, ce qui entraîne que UT sera égal à 12, plus 10, moins 8, soit 14 volts, valeur conforme à celle indiquée par le voltmètre, grosse flèche marron. Simple et logique, n'est-il pas? Paragraphe suivant, qui concerne l'association de générateurs en dérivation, aussi hors programme dans l'enseignement général, mais pas en technologique ou professionnel. C'est parti. Voici un circuit au look cartoonesque, que tu pourras reproduire si tu cliques sur le lien dans la description. À sa gauche, j'ai associé 3 batteries en dérivation, de même tension. J'entoure envers les ampèremètres couplés à ces piles. Par définition, l'intensité totale, ou équivalente, sera égale à la somme des intensités délivrées par chaque générateur. 0,04 x 3, égale à 0,12 ampères, valeur conforme à celle indiquée par l'ampèremètre général, grosse flèche marron. La tension de chaque générateur est de 12 volts, qui correspondent à celle du circuit, ce qui est électriquement logique, loi des mailles. Maintenant, que se passerait-il si un des générateurs n'avait pas la même tension que les autres? Une image vaut 1000 mots, ça sent le roussi. Pourtant, la valeur de la tension n'est pas si éloignée que ça des deux autres, et l'interrupteur du circuit situé à son sommet est ouvert, c'est dire qu'il ne faut jamais faire ça. Et si j'inverse juste la polarité d'un générateur, en prenant soin que leur tension soit identique? Même constat que précédemment, c'est excessivement dangereux. Donc à ne pas reproduire dans la vraie vie. Paragraphe suivant, la résistance interne d'une batterie, ou d'une pile, qui va expliquer son vieillissement. C'est parti. Pour une batterie, plus la résistance interne s'élève, moins elle aura de facilité à fournir un courant de décharge. Je vais illustrer le propos. Imagine que l'énergie est une ressource liquide stockée dans une batterie, munie d'un robinet. Quelle que soit sa charge, neuve, elle délivrera son plein potentiel en intensité. Seulement, avec le temps, le robinet s'encrasse, accroissant la résistance, entraînant par le fait une diminution du débit de courant, même si sa charge est pleine. Il sera alors temps de la remplacer du fait de son vieillissement. Pourtant à vide, elle peut très bien afficher une tension conforme, vu que le problème ne vient pas de sa capacité de charge, mais de celle du débit de délivrance de son courant. Paragraphe suivant, on passe enfin au moteur réel, et il va y avoir beaucoup de choses à dire, même si je ne vais te montrer que le moteur à courant continu. C'est parti. Le moteur est un dipôle passif. Il transforme l'énergie électrique reçue en énergie mécanique. Il est symbolisé ainsi, un rond avec la lettre grand M au centre, et ses deux pôles diamétralement opposés. Il existe d'autres symboles, que je t'affiche à droite sur ton écran, et qui correspondent à un type bien particulier de moteur électrique, en courant continu seulement. Pourtant, un moteur ne peut pas être idéal au vu des parties qui le composent. Cette machine à courant continu est constituée d'un stator créant un flux magnétique fixe,
composé soit d'enroulement statorique, bobinage, ou d'aimant permanent, ce stator étant appelé aussi inducteur, et d'un rotor bobiné relié à un collecteur rotatif qui permet une liaison électrique avec le rotor, appelé aussi induit. Le collecteur inverse la polarité de chaque enroulement rotorique, au moins une fois par tour, de façon à faire circuler un flux magnétique interagissant avec le flux statorique. Et comment ce moteur tourne? Voici une explication pendant la rotation de l'animation. Un moteur électrique est composé de deux circuits magnétiques, le stator, partie fixe, et le rotor, partie mobile. Le stator est constitué d'un aimant permanent qui engendre un champ magnétique, le gros bloc estampillé grand N et grand S. Le rotor, ou induit, est alimenté par un courant continu et tourne entre les mâchoires du stator. Soumis aux forces de Laplace, flèche verticale sur la spire en rotation, le rotor tourne et le couple du moteur est généré. Pour maintenir cette rotation continue, le sens du courant électrique doit être inversé périodiquement. C'est là qu'interviennent le collecteur et les charbons, appelés aussi brosses ou balais, qui permettent de changer la polarité des contacts électriques de façon à faire circuler un flux magnétique interagissant avec le flux statorique. Ce type de moteur électrique permet une réalisation économique de nombreux moteurs, en général de faible puissance pour des utilisations dans le milieu automobile, audiovisuel, robotique, des jouets, etc. Paragraphe suivant, quid de la résistance interne d'un moteur? Pourquoi? Comment? Où? C'est parti. La présence des bobinages, dans le rotor et ou le stator, en cuivre, comme tu peux le constater sur ce stator, et sur ce rotor, la résistivité du cuivre étant égale à 0,0724 au mm² par mètre, des frottements sur le collecteur par les charbons, qui permettent l'alimentation du moteur, et de l'inertie du rotor, implique une résistance interne de quelques milliohms, à une dizaine d'ohms pour les plus gros moteurs. Cette résistance sera toujours présente dans tous les moteurs, même les plus performants, et elle explique leur réchauffement lors de leur utilisation, perte thermique par effet Joule. Paragraphe suivant, comment calculer la tension réelle d'un moteur en fonctionnement? C'est parti. Voici le schéma de ce moteur, conventionnellement câblé, avec IM intensité traversant le moteur, et R induit la résistance interne. En appliquant la convention récepteur, ainsi que les lois des mailles et d'ohms, la tension réelle aux bornes du moteur réel sera la suivante. UM égale à grand E', plus R induit fois IM. Grand E' est la force contre-électromotrice, abrégée en FC et M, parfois même abrégée en F et M, force électromotrice, tension minimale à fournir pour que le moteur tourne. Bien entendu, cette formule entourée en rouge est à apprendre par cœur. Paragraphe suivant, moteur ou dynamo, deux états superposés comme en mécanique quantique. C'est parti. Ce moteur électrique est réversible. On lui fournit du courant, il tourne. On le fait tourner, il produit du courant, et devient une génératrice, ou une dynamo. Et qu'est-ce qu'il se passerait si on branchait deux moteurs identiques ensemble? Voici le schéma du montage. À gauche, le moteur en mode générateur, à droite, celui en mode consommateur. Les deux sont munis d'une manivelle. En tournant celle à gauche, l'énergie mécanique sera transformée en énergie électrique, qui empruntera les câbles bleus et rouges pour subir une seconde transformation en énergie mécanique, et faire tourner la manivelle du moteur de droite. En faisant 10 tours de manivelle à gauche, celle de droite fera entre 7 et 8 tours, ceci s'explique par les pertes par effet Joule, des pertes thermiques, inhérentes par la présence de résistance interne dans chaque moteur. Tu ne me crois pas? Voici la vidéo, réalisée sans trucage ni intelligence artificielle, qui te montre en mouvement ce que je viens de te décrire. La manivelle de gauche tourne, faisant tourner celle de droite moins vite. Si on tourne celle de droite, dans le même sens que précédemment, mais aussi dans l'autre sens, la manivelle de gauche tourne, et dans l'autre sens aussi. Magique? Non, électrique. Je t'invite à reproduire cette expérience si tu as deux moteurs électriques à disposition, comme un moteur de voiture radiocommandé, ou celui d'un rasoir ou épilateur électrique. Dernier paragraphe, très important, qui va traiter des unités et les variables techniques vues dans les formules entourées en rouge dans ce cours. C'est parti. Toute tension devra être exprimée en volts, de lettre grand V. Toute intensité devra être exprimée en ampères, de lettre grand A. Toute résistance devra être exprimée en ohms, de lettre oméga.
Si tu as des mégavolts, des milliampères ou des kiloohms, une conversion sera obligatoire. Et voici un tableau qui te permettra de ne pas te tromper, que je te conseille d'apprendre par cœur, surtout la portion encadrée en violet. Il en va de la justesse et de la cohérence de ton résultat. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Aucun exercice pour ce cours, mais je te conseille de le visionner encore et encore, afin de saisir chaque nuance des notions contenues. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.